Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans un épisode pas comme les autres de Wedding Divan. Aujourd'hui, je reçois Clémence, ancienne designer florale qui s'est reconvertie dans un métier qui lui tient à cœur. Et je me suis rendu compte à quel point son pourquoi me tient à cœur aussi. Tu le découvriras dans l'épisode, mais aussi, bien sûr, on a parlé du fait que de travailler dans l'événementiel t'ouvre à tellement de possibilités. Son projet s'appelle 21 mars Paris. Retiens bien ce nom. Mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse écouter. Hello Clémence, bienvenue dans Wedding Divan. Je suis trop contente de t'accueillir. Eh bien oui, merci de me recevoir. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. C'est clair. On a décidé de pas se parler avant pour pouvoir garder l'authenticité du truc. Exactement. Mais oui, ça fait, la spontanéité de... je réfléchissais, je me demande si c'est pas une petite quinzaine d'années. 12 peut-être. Non, faut pas dire des trucs pareils. Voilà, on va se dire que ça fait longtemps. On s'est quand même parlé après le shooting de Cynthia, j'imagine, mais combien de temps après, je ne sais pas quoi. Et le shooting de Cynthia, il date de 2014 ou 2015, un truc comme ça. 2013 peut-être. Peut-être qu'une dizaine d'années du coup, finalement. Ouais. Mais ça c'est fou. On va dire en fait là on s'est reparlé parce que tu m'as envoyé un message hyper spontané pour ton nouveau projet dont on va parler aujourd'hui. Et je me suis dit mais pourquoi pas changer un petit peu. J'ai déjà eu une de mes copines qui était wedding planner et officiante et qui s'est reconvertie dans le coaching et que j'avais accueillie dans le podcast. Mm-hmm. Et je me suis dit pourquoi pas aussi parler des gens qui se reconvertissent après quoi. Ouais, c'est intéressant aussi. C'est intéressant les changements de vie à un certain moment. Je pense qu'il y a à dire aussi sur le sujet, dans l'événementiel en tout cas. Et puis je pense que ça peut aussi en rassurer certains, même si ils se disent qu'aujourd'hui c'est le mariage, c'est l'événementiel leur truc, etc. Et que ils ont peur peut-être à un moment donné ou quoi. En fait oui, de dire que ça peut être une passe. Ça peut être une longue passe, mais effectivement ça peut être un passage de vie, comme ça l'a été pour moi, c'était un très grand passage quand même. Mais voilà, et qu'il y a autre chose après et que c'est de toute façon tellement enrichissant que je crois qu'après on est capable on en reparlera un petit peu plus tard, mais on est capable de beaucoup en fait après une expérience dans l'événementiel. C'est clair. Voilà. En tout cas, on est adaptable. On est multicarte, exactement. C'est un peu ça. Écoute, pour les personnes qui te connaissent pas, et je pense qu'il y en a beaucoup du coup dans mon univers actuel, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es et ton parcours? Alors, moi, je suis Clémence. Alors, moi, je suis totalement autodidacte, c'est-à-dire que j'ai été élevée par des parents qui étaient dans l'événementiel. Donc, mon père et ma belle-mère étaient décorateurs floraux. Donc, j'ai été baignée dedans toute petite. Voilà, donc à l'âge de 10-11 ans, je commençais déjà à mettre les bougies sur les tables et les pétales à la sortie des églises. Bon, voilà, là, c'est pour situer un petit peu l'enfance que j'ai eue. Et puis finalement, j'ai toujours gardé un pied dans l'événementiel. Moi, clairement, l'école, c'était absolument pas mon truc. Donc, j'ai quitté l'école très tôt. Jeune, mon rêve était de devenir professeur de danse. Donc, je suis partie un petit peu dans cette voie-là. Et puis, j'ai eu une fille très jeune, puisque j'ai été maman à 21 ans. Et du coup, ça a un peu bousculé et changé tous mes plans. Non pas qu'on ne puisse pas être professeur de danse avec un enfant, mais voilà, je suis tombée amoureuse et j'ai suivi du coup le papa de ma fille. Et donc voilà, changement de vie total.
À ce moment-là, je crois que la facilité pour moi, c'était de retourner dans l'événementiel, travailler toujours donc avec mon père, qui avait toujours son entreprise. Donc, en fait, je n'ai fait que ça pendant plusieurs années. Ça a été une école incroyable parce qu'ils étaient décorateurs à Paris, mais ils avaient des... En fait, ils étaient, on avait des partenariats avec des gros lieux parisiens extrêmement prestigieux. Donc, c'est un petit peu comme ça que j'ai appris le métier. Après, j'ai eu besoin, je pense, de voir un petit peu autre chose quand même, parce que finalement, j'avais toujours fait que ça. J'ai fait un petit peu tout et n'importe quoi. J'ai été vendeuse, j'ai travaillé dans un bar. J'ai touché un petit peu à pas mal de choses. Et puis finalement, dans tous les métiers que j'ai faits, je trouvais toujours un virage pour retourner dans l'événementiel. Tu vois, même quand j'ai été vendeuse, j'ai trouvé le moyen de faire des événements au sein de la boutique. Quand j'ai travaillé dans un bar, alors là pour le coup, je me suis vraiment orientée événementiel parce que j'ai fini par organiser tous les événements. Enfin, c'était un bar de nuit un peu prestigieux et donc voilà, je me suis retrouvée finalement à organiser tous les événements et toutes les soirées au sein de ce bar. Enfin voilà, à chaque fois finalement, je re-switchais sur l'événementiel. Et puis j'ai travaillé dans une agence d'événements qui était plutôt axée professionnelle. Donc j'ai appris un peu les choses. Enfin déjà en tant que salarié d'une entreprise, donc c'était tout nouveau pour moi. Et puis j'ai un peu appris sur la partie pro qui est extrêmement différente que le mariage. Et puis à un moment, je me suis dit, je crois que j'avais fait un petit peu le tour de tout ça. Et puis j'ai la première boîte que j'ai montée, c'était une boîte d'organisation d'événements avec une amie qui s'appelait Idi l'événement. Ça a duré 2 ans dans le sens où en fait je m'étais plantée, c'est-à-dire que l'organisation d'événements je savais faire, mais moi ce qui me passionnait c'était la décoration florale. Et du coup, en fait quand on a monté cette boîte, on s'est dit super, comme ça en plus de l'organisation, on proposera la déco. Sauf que on se rend vite compte qu'on peut pas tout faire, surtout quand on a la casquette d'organisatrice pour le coup. C'était extrêmement compliqué pour moi d'organiser l'événement et d'être sur place à driver un petit peu tout le monde et d'avoir le nez dans mes fleurs en même temps. C'était pas possible. Donc à un moment, il a fallu que je fasse un choix et clairement, moi ce qui m'éclatait, c'était la déco. Donc je crois que c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Moi j'ai switché sur du coup, j'ai créé une agence de décoration florale, décoration événementielle florale et ça a duré une dizaine d'années où je me suis éclatée, vraiment. Je me suis éclatée, j'ai vécu des choses incroyables, j'ai vu des lieux de fous, j'ai fait des rencontres dingues. Enfin voilà, c'est un univers, c'est magique en fait. Enfin, je pense que tous les gens qui bossent dans l'événementiel connaissent ça. C'est quand même, on est un petit peu hors du temps et un petit peu, on se sent un petit peu à côté de la vraie vie en fait quand on est dans l'événementiel parce qu'on est toujours dans ce monde de paillettes et de fêtes. Enfin, c'est hyper festif. Donc voilà. Donc j'ai adoré cette, toute cette vie en fait dans l'événement. Et du coup, ça s'est arrêté quand ? Alors ça s'est arrêté en 2019 parce que voilà, il y a tout cet univers incroyablement passionnant, mais à côté de ça, c'est dur. En fait, c'est dur. Moi, c'était dur physiquement, parce que la décoration florale, forcément, on n'arrive pas juste comme tout le monde le pense, avec 3 seaux de fleurs et basta. Non, c'est de louer des camions de 20 mètres cubes, c'est de charger des camions avec des structures plus lourdes les unes que les autres. C'est charger les bacs de fleurs, mais les bacs de fleurs, ils sont pleins d'eau, donc c'est lourd. C'est des heures. Il y a des moments, je crois que j'enchaînais des 48 heures sans dormir parce que on se rend pas compte de toute la préparation autour de. Enfin, quand on prend juste un centre de table, je crois que les gens ne se rendent pas compte de toute la préparation qu'il y a autour d'un centre de table. Et du coup, voilà, il y a un côté qui est vraiment extrêmement dur physiquement, aussi bien de porter, de charger, mais également de pas dormir parce que
parce qu'on a des contraintes dans l'événementiel aussi au niveau des lieux. Il y a certains lieux où on peut pas arriver avant telle heure ou telle heure, donc il faut tout organiser en amont. Parfois, je sais que j'avais des lieux, je me suis vue sur des mariages de 300 personnes où on pouvait accéder au lieu qu'à 16 heures. Donc, c'est hyper compliqué. Du coup, faut tout préparer en amont. Mais aller charger des centres de table d'1,50 m parce que les mariés voulaient des arbres en centre de table. Enfin, voilà, je pense que tu as connu tout ça, mais c'est quand même, il y a des contraintes qui font que c'est dur physiquement. Alors moi, j'avais une grande fille à l'époque, elle n'était pas grande du tout, elle avait une dizaine d'années, et entre deux, j'en ai eu 2 autres. Donc là, ça c'est un petit peu compliqué, d'autant plus que j'ai un mari qui a un travail extrêmement prenant. Donc du coup, je me suis retrouvée un peu à gérer l'intendance de la maison et des enfants seule et ma boîte seule aussi. Et là, c'était hyper compliqué et c'était extrêmement dur pour moi au niveau de la vie de famille parce que voilà, ce monde des paillettes, il est génial, mais finalement, on travaille tous les week-ends. Alors, ça peut paraître subtil, mais pour moi, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que tous les spectacles de danse, les kermesses, enfin, tout ce qui se passe en fin d'année, on n'est jamais là, puisque c'est la grosse période pour nous. Et puis finalement, t'as cette grosse période qui prend tout l'été et toute la période printanière hyper sympa. Et puis après toute la période de Noël qui est aussi extrêmement importante pour les enfants. Donc finalement, j'ai commencé à m'essouffler un peu et j'avais finalement, je crois, très envie d'être un peu plus présente pour. En fait, j'avais l'impression d'être que dans la logistique en fait avec mes enfants, de gérer que l'intendance des semaines compliquées. Et puis le week-end pour les temps sympas, j'étais pas là. Donc voilà, tout ça a fait que ça commençait à être un petit peu dur pour moi. Et il y a eu autre chose qui a été là. Ça a été vraiment décisif. C'est-à-dire que moi, j'ai connu on va parler des mariages, puisque c'est quand même pour ça qu'on est là. Moi, j'ai connu l'époque avant les réseaux. Alors, j'ai l'impression d'être hyper vieille quand je dis ça. C'est horrible. Je comprends. C'est horrible. Il y avait Facebook à notre époque. Ça existait, mais voilà, c'était chaud, quoi. Voilà, on découvrait Facebook. Donc, je crois que, je sais pas si tu as ressenti ça aussi, mais c'est-à-dire que moi, quand j'avais des mariés qui venaient me voir, ils venaient avec un budget, un thème, et c'est tout. Et en fait, ils me faisaient confiance. Et il y avait toute une partie de créativité qui était ce que moi j'aimais. Alors, c'est vraiment en perso, c'est parce que moi, voilà, j'aime la création et j'aime juste qu'on me donne une idée et j'ai cette capacité à me projeter très facilement et voilà, et avoir des idées qui me viennent quand il s'agit de déco florale. Voilà, je vois très rapidement les choses. Et j'adorais ça, en fait, et j'adorais surprendre les mariés, c'est-à-dire que, alors oui, évidemment, on se mettait quand même d'accord sur un centre de table plutôt bas, on se mettait d'accord sur les grandes lignes, et tout le reste, c'est moi qui l'amenais. Et les réseaux sont arrivés, et Pinterest est arrivé. Et là, au secours. Et ça, en fait, j'ai vécu tout ce switch-là où finalement les mariés, de plus en plus, alors, sont arrivés avec des photos, alors d'ambiance, pourquoi pas, mais finalement je me suis retrouvée à avoir carrément des présentations PowerPoint des décos que je devais faire, quoi. Et là, je me suis dit, au secours en fait. Et j'ai eu l'impression pendant plusieurs années de me battre et d'argumenter en disant pour dire à mes mariés, mais en fait, si vous venez me voir moi, c'est parce que vous aimez ce que je fais moi, et donc il faut me faire confiance. Et non, je ne vais pas utiliser des pivoines au mois d'octobre parce que ce n'est pas la saison. Et non, une rose de telle couleur, ça n'existe pas, même si vous l'avez vu sur Pinterest, etc., etc. Et en fait, c'est devenu compliqué. J'avais l'impression d'argumenter tout le temps. Voilà, sur mon travail, sur les choix de fleurs, il fallait que je leur explique, voilà, qu'il y avait une saisonnalité au niveau des fleurs et qu'ils avaient tout intérêt justement à utiliser des fleurs de saison parce qu'elles sont plus belles, parce qu'elles sont moins chères à ce moment-là. Enfin voilà. Et tout ça, j'ai eu l'impression de devenir un peu je vais pas dire une commerciale, mais tu vois, je perdais dans cette créativité et du coup ça m'intéressait pas en fait. Moi, les clients qui arrivaient avec des photos en me disant voilà, nous on veut du copier-coller de ça, je te jure, parfois j'avais des flèches avec le nom des fleurs quand même, tu vois, sur les compos. Donc
Donc voilà. Et ça a été un tournant, hyper dur pour moi. Et du coup, voilà. Donc tout ça mis bout à bout, je me suis dit, c'est peut-être le moment pour moi de faire autre chose. Bah oui. Et alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et qu'est-ce qu'on fait ? Alors là, ça a été un peu compliqué. J'ai eu un peu... compliqué, oui et non, parce que j'ai eu une chance inouïe, c'est-à-dire qu'au moment où j'ai commencé à prendre la décision de lâcher, alors je finissais par un très bel événement, et je m'étais dit, parce que c'est dur d'arrêter, parce que dans l'événementiel, tu travailles à 1 an, voire 2, donc voilà, il y a un moment, il faut décider d'arrêter les demandes, et ça, c'est quand même hyper dur, parce que t'es quand même passionné, et quand les demandes arrivent, ah oui, celui-là, je le ferais bien, le thème, il me plaît bien, et puis, pourquoi pas encore un? Et puis, à un moment, je me suis dit, non, c'est soit je prends la décision d'arrêter et je coupe tout, et c'est terminé, je vais jusqu'à tel événement, et j'arrête là, et je prends plus les demandes. Voilà. Donc, j'ai commencé comme ça, et finalement, ça a permis que les choses se fassent doucement, parce que voilà, j'ai fini ma saison doucement, et finalement, toutes les demandes qui arrivaient, voilà, je les ai refusées. Et donc, j'ai fini par un très bel événement. Donc ça, c'était très chouette de finir sur une note comme celle-là. Et puis, j'ai été manager alors moi, j'habite à Rouen. Et à Rouen, on a Yvonne. Donc c'est des boulangeries, pâtisseries très haut de gamme. Et justement, je faisais très régulièrement leurs décorations pour Noël, leurs événements, parce ils ont fait des inaugurations. Enfin voilà, donc... J'avais déjà un pied chez eux. Et finalement, je me suis retrouvée manager de cette entreprise. Donc, c'était tout nouveau pour moi. C'était complètement différent. Mais pour autant, je retrouvais quelque chose d'assez proche de l'événementiel. C'est-à-dire que moi, alors, la pâtisserie, boulangerie, je ne connaissais absolument pas. Mais finalement, tu arrives tous les matins dans un endroit vide. Et tu as toute une équipe. Donc, il y avait 70 personnes, là, en l'occurrence, dans cette entreprise. Et en fait, comme dans l'événementiel, c'est-à-dire que là, c'est jour et nuit, parce qu'on avait les pâtissiers et les boulangers qui travaillaient la nuit. Mais voilà, tu arrives au petit matin, et puis il y a ce travail de fourmi de tous les côtés. Donc, tu vas chercher d'un côté les préparations des boulangers, puis des pâtissiers, et puis les vendeurs arrivent petit à petit, et tout se met en place. Et en fait, tous les matins, tu recommences. Et tu sais qu'il y avait cette espèce d'effervescence. Alors, c'est minime par rapport à ce que tu peux ressentir dans des grands événements, mais quand même, tous les matins, cette espèce d'effervescence, il faut être prêt à l'heure de l'ouverture. Et puis, j'avais la chance que ce soit un très bel établissement avec des belles pâtisseries. Enfin, tu vois, c'était prestigieux. Donc finalement, j'ai retrouvé un petit peu de cette effervescence que j'avais dans les événements au quotidien. Et j'ai fait ça pendant 4 ans. Ok, donc retour au salariat du coup, finalement. Retour au salariat, tout nouveau pour moi, parce qu'un milieu que je ne connaissais vraiment pas. Il a fallu que je fasse ma place, parce que c'est pas un milieu facile. Donc je suis arrivée avec aucune expérience dans le milieu en plus. Et du coup, ça a été un petit peu dur de faire ma place. Après, ça a été un challenge de fou, quoi. Ça a été complètement dingue. Et en fait, j'ai quand même aimé... apprendre, parce que je partais de zéro, et c'est là que je dis que l'événementiel te rend multicarte, parce que malgré tout, je crois que quand tu as fait de l'événementiel, plus rien n'est insurmontable. Parce que c'est clair. Parce que tu fais des choses de fou, et je crois que derrière, tu n'as plus peur de rien, en fait. Donc, tu t'es confronté à tellement de choses dans l'événementiel que derrière, voilà, tout semble pas facile, mais en tout cas, ça donne une espèce de confiance en soi, et de se dire que oui, on a gravi des montagnes quand on a bossé dans l'événementiel. Donc derrière, voilà, j'étais ravie de cette expérience, et d'apprendre dans un secteur qui était complètement différent. Après, pour autant, c'était pas un secteur qui me passionnait. Voilà. Donc à un moment, la passion te manque. Non, mais déjà, c'est rassurant, je pense, pour plein d'entre nous qui peut-être se disent j'ai peur un jour de retourner au salariat. Je sais que ça peut partir... que ça peut faire flipper. Ou pas.
ou pas. Alors moi, j'étais entre deux eaux parce que en fait, finalement, j'avais très peu connu le salariat, moi, parce que depuis très jeune, en fait, j'ai été entrepreneuse et j'ai découvert cette espèce de confort aussi, parce que non seulement quand on est entrepreneuse, voilà, quand on est entrepreneuse, mais en plus dans l'événementiel, on n'a pas beaucoup de visibilité sur ce qui va se passer l'année d'après. Et du coup, là, j'avais cette espèce de truc, ah ok, donc tous les mois, ça arrive sur mon compte comme ça, ok, d'accord. Effectivement, les congés payés, les arrêts maladie, voilà, enfin. Alors non pas que j'ai fait des arrêts maladie, hein, pas du tout, mais tu découvres que, enfin si, parce que j'ai eu un problème. Non, juste, effectivement, j'ai eu un gros problème de santé pendant ma période de salariat, enfin, je me suis fait opérer, donc j'étais bien obligée d'être arrêtée. Si j'avais été à mon compte, voilà, ça aurait été hyper compliqué. Donc voilà, il y a du pour et du contre. Et oui, j'ai découvert aussi. J'ai découvert l'équipe parce que malgré tout, moi, j'ai toujours été toute seule. Et ça a été, ça a été une des choses qui a été extrêmement dure pour moi, je crois, de travailler seule aussi pendant toutes ces années parce qu'en plus, je suis pas une solitaire, moi. Donc voilà, c'était dur. Et là, j'ai découvert le travail d'équipe. Et la facilité aussi quand il y a un problème d'appeler le comptable, d'appeler l'avocat, enfin d'avoir tout ce staff en fait autour de toi. Et je me suis dit waouh, c'est chouette aussi. Enfin, c'est autre chose. J'ai appris tout ça, mais après moi encore une fois, comme j'avais très peu d'expérience dans l'entrepreneuriat, j'ai découvert dans le salarial, j'ai découvert. Et voilà, et j'ai après, quand t'es entrepreneuse dans l'âme, je crois que t'es entrepreneuse dans l'âme quand même. Mais j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était apaisant, finalement. Ouais, j'ai vécu la même chose, hein, finalement. Moi, je suis retournée au salariat aussi en 2017. Ouais. Mais, voilà, entrepreneuse un jour, entrepreneuse toujours. Oui, voilà, je crois qu'on a ça au fond de nous et que de toute façon, c'est des passes de vie. Mais voilà, moi, ça a été une expérience où je te dis, finalement, oui, ça m'a apaisée. J'étais en mode, ok, donc j'ai pas besoin d'aller chercher les clients, j'ai pas besoin de faire des heures de rendez-vous pour vendre une presta. Enfin, il y a un côté facile en fait, et je te dis d'avoir tout. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir je suis arrivée dans une usine à gaz. Hein. Enfin, il y avait tout ce staff derrière, donc je me disais ah oui, non mais c'est vrai, en fait je peux demander à quelqu'un de m'aider, je suis pas seule, et j'ai trouvé que c'était reposant, c'est un bien grand mot, mais ouais, c'était apaisant. Au niveau de la charge mentale, oui. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Exactement. Ok, et donc ça a duré 4 ans, tu disais? Ouais, ça a duré 4 ans. On est en quelle année là? Et là, on est en 2024. Donc, c'est tout frais puisque j'ai quitté mon poste en août dernier. Voilà. Donc, c'est tout frais pour me relancer dans l'entrepreneuriat. Alors, oui. Pas du tout dans l'événementiel. Alors, en fait, donc, au bout des 4 ans, malgré tout, je dirais pas que j'avais fait le tour, mais comme je te dis, moi, je m'étais jamais dit, je bosserai en boulangerie, pâtisserie. Enfin, après, c'est un petit peu au-delà de ça parce que c'est une belle maison, mais voilà, c'était quand même pas ce qui me passionnait. Moi, si tu veux, je fais un gâteau au yaourt, je le rate, donc c'était quand même hyper compliqué pour moi de ne pas avoir cette maîtrise totale sur les produits. Voilà, il y avait des choses qui me manquaient quand même, et donc je me suis dit, ouais, je commençais à me dire, qu'est-ce que je vais faire? Et puis j'ai eu pas un souci de santé, mais en fait j'ai une mutation génétique qui s'appelle BRCA1, et j'ai vécu une mastectomie prophylactique, c'est-à-dire qu'on m'a retiré la poitrine par prévention. Et à ce moment-là, forcément, on voit un petit peu la vie autrement. Hein. On est dans une passe un peu particulière. Et dans quand j'étais en convalescence, je croise une amie qui a une fille de 12 ans, et puis une vraie discussion de maman, hein, c'est-à-dire qu'on se croise, et puis elle était toute triste, toute déçue, en me disant, ah là, je suis allée acheter de la lingerie, je voulais offrir de la lingerie à ma fille, et puis j'ai rien trouvé, il y a rien sur le marché, tout était moche, tout était triste, tout était terne. Voilà. Alors, je suis aussi maman de 3 filles, donc évidemment, je voyais exactement de quoi elle me parlait. Et comme j'en ai une plus grande, voilà, elle me disait, mais toi, tu allais où pour ta fille? Et effectivement, là, les bras ballants, je me souviens complètement de cette période où effectivement, il n'y a pas grand-chose pour l'entre-deux, hein, entre l'enfant et la femme.
Et cette discussion, elle a résonné hyper fort en moi parce que dans la période où j'étais moi, je devais porter des brassières de contention. Et donc, les brassières de contention, c'est un peu comme la lingerie ado. Hein. On nous propose pas grand-chose. C'est un moment où on a quand même besoin de retrouver notre féminité et d'apprivoiser notre nouveau corps. Et tout comme les ados, il y a rien. Donc, ça a résonné très, très fort en moi. Et cette idée m'a pas lâchée. Et donc, je l'ai revue quelques jours après. Je lui ai dit, écoute, ton idée de lingerie, là, moi, ça me lâche pas. Elle était aussi dans une période un peu particulière dans sa vie professionnelle. Elle savait ce qu'elle voulait plus, mais elle savait pas vers quoi aller. En tout cas, elle était en quête de sens, pour sa vie professionnelle. Et écoute, ça s'est fait hyper naturellement. On s'est dit, nous, cette marque, on va la faire. Voilà, mais sans se poser aucune question. C'est-à-dire que moi, je me suis jamais dit oui, je vais lancer une marque de lingerie, mais je pense qu'à ce moment de vie, en tout cas, ça a résonné en moi et du coup, écoute, je me suis lancée corps et âme dans ce projet et ça m'éclate. Ça va faire 1 an maintenant qu'on travaille dessus et voilà et on a tout à construire et c'est encore un univers complètement différent, mais je crois que j'ai cette soif d'apprendre aussi et de découvrir aussi des nouveaux univers. Et je retrouve surtout, de la créativité, puisque voilà. Et puis je manipule des matières, et puis voilà. Donc je retrouve des sensations. Alors ça n'a rien à voir avec l'événementiel, mais en créativité en tout cas, je sais que je vais pouvoir m'éclater un peu. C'est trop bien. Félicitations. Et du coup, là, c'est vraiment en phase de lancement. On est d'accord? Parce que là, le message que tu m'as envoyé. Exactement. On est en phase de lancement. Donc, on démarre sur Ulule une campagne de financement participatif le mois prochain, fin mai. Donc, ça va arriver très vite. Écoute, ça sera à peu près la date de sortie de l'épisode. Donc, c'est parfait. Ça tombera vite. 21 mars, vite. 21 mai ou 21 mars? La marque s'appelle 21 mars. Ah, la marque. Voilà, c'est pour ça. Ah oui, attention, la marque s'appelle 21 mars. Voilà. Alors, pourquoi ça s'appelle 21 mars? C'est la date où elle t'a parlé de ça? Bizarrement, c'était au mois de mars. Alors, c'était pas le 21 mars, mais c'est surtout la date du printemps. Et l'adolescence, c'est le printemps de la vie. Tout simplement, pour nous, en tout cas. Et voilà, donc on l'a appelé 21 mars. Et voilà, et je m'éclate dans ce nouveau projet. Après, si tu veux, au départ, on s'est dit on va créer cette marque de lingerie. Et en fait, pour créer cette marque de lingerie, on a fait plein de recherches sur l'adolescence, sur la puberté. Et en fait, plus on a lu, plus on est allé chercher de choses, plus on était effaré de tout ce qu'on pouvait lire et trouver, en fait. Et donc, finalement, au-delà d'une marque, c'est devenu une mission, en fait, de se dire, il faut qu'on aide les jeunes filles, il faut qu'on les aide à se sentir bien, tu lis des trucs, c'est aberrant, c'est complètement aberrant. Et donc c'est devenu vraiment, t'as, par exemple, 50% des filles qui arrêtent le sport à l'adolescence. On sait bien que c'est lié, on sait bien, c'est écrit noir sur blanc, lié au complexe du corps. Et en fait, tout le monde s'en fout. Voilà, on te dit juste qu'elles arrêtent le sport à l'adolescence, mais tout le monde s'en fout qu'elles arrêtent le sport. Et tu lis qu'il y a 7 fois plus de filles. Alors il y a des problèmes de dos à l'adolescence qui sont reconnus. T'as 7 fois plus de filles que de garçons qui en souffrent. Et c'est dû à une mauvaise posture, tu sais, où tu rentres les épaules. Je pense qu'on l'a toutes vécu à un moment ou un autre. Voilà. Alors pour le coup, adolescente, moi jusqu'à 20 ans, j'avais pas de poitrine. Mais alors après, c'est venu et là, j'ai des maux de dos tout le temps, en fait. Et voilà. Et tu sais, tu parles à n'importe quelle femme, il y a toujours une histoire avec ta poitrine. Il y a toujours qu'elle soit quand tu étais jeune ou adulte, tu vois, comme tu viens de me dire toi. En fait, il y a toujours une histoire liée à la poitrine. Et nous, ce qu'on découvre, c'est qu'il n'y a aucune éducation, aucun accompagnement. On s'est rendu compte que les filles ne connaissaient pas leur taille, elles ne savent pas quoi porter, et personne ne les informe en fait. Donc, sachant qu'en plus la puberté a avancé de 3 ans, maintenant la puberté, la poitrine commence à pousser vers 9-10 ans. Donc 9-10 ans, c'est des bébés encore, elles sont toutes petites. Et en fait, moi je suis dedans, parce que moi j'en ai une qui a 11 ans. Elle vient d'avoir 11 ans et elle n'a pas juste un petit bourgeon. Elle a une petite poitrine qui nécessite un maintien. Je peux pas l'emmener chez Etam. Enfin, tu vois,
ça colle pas. Enfin, elle est là, c'est un univers hyper sexué, et très très adulte, très femme. Et en fait, voilà, on a fait le tour de tous ces magasins. Alors on a 3 filles chacune, donc je peux te dire qu'on les a toutes emmenées. On a observé leur comportement. Mais tu te dis, mais au secours en fait, au secours. Donc si tu veux, nous ce qu'on veut, c'est éveiller les consciences, que les parents accompagnent leurs filles, qu'on les rassure, peu importe l'âge qu'elles ont, peu importe où elles en sont dans leur développement, de leur dire tout est ok en fait, t'es belle et t'as pas de poitrine, tu veux porter une brassière, tu peux. Et puis t'as une forte poitrine mais t'as que 14 ans, et t'es pas obligé d'aller t'acheter un soutien-gorge de grand-mère parce que t'as besoin d'un vrai maintien, parce que la réalité c'est ça, hein, c'est qu'une gamine aujourd'hui qui a 14 ans et qui a une vraie forte poitrine, et il y en a de plus en plus, soit elles vont trouver une brassière de sport, soit elles sont obligées d'aller au rayon grand-mère, quoi. Mais c'est très, enfin drôle, j'allais dire drôle, c'est pas vraiment le mot, mais c'est amusant entre guillemets d'en parler maintenant, parce que ce midi justement j'ai vu une copine de mon fils qui a 10 ans, qui est en CM2 et qui a presque autant de poitrine que moi, et pourtant j'ai une grosse poitrine. Et je me suis dit, la pauvre, ça doit être un truc quoi dans sa tête. Et en plus, si tu veux, il y a ça, c'est-à-dire que les adultes face à des corps qui ont l'air de corps de femmes, et les adultes ont un autre comportement dans la façon dont ils s'adressent à ces jeunes filles, enfin c'est des petites filles même, tu vois, dans la façon dont ils vont s'adresser à elles, et tout ça, ça peut avoir une incidence énorme sur la construction des ados. Donc je te dis, nous, enfin, plus on en lit, plus on va rencontrer des gens qui sont experts sur le sujet, parce qu'on l'a fait, hein. On a rencontré une chirurgienne plastique qui est spécialisée dans les problèmes de développement mammaire chez les ados, et on a rencontré aussi une pédopsie qui est chef de service du service psychiatrique adolescent à Necker. Voilà, et elles ont vraiment validé, parce que nous, c'était notre ressenti à nous par rapport à tout ce qu'on a pu lire et entendre, mais voilà, elles ont vraiment validé nos intuitions, quoi. Donc tu vois, c'était à la base un projet, mais c'est devenu une mission en fait, de se dire il faut faire quelque chose. Et tu vois, c'est ça qui fait la réussite d'une marque, je trouve. Exactement. Et du coup, c'est passionnant. Et on va te retrouver dans Qui veut être mon associé bientôt. Écoute, peut-être. Mais voilà. Donc je retrouve, tu vois, ça n'a rien à voir avec l'événementiel, mais je retrouve la passion, en tout cas, de pas voir le temps passer, de n'avoir qu'une envie, c'est vite de coucher mes enfants pour m'y remettre. Voilà, les mercredis où je travaille pas, de me dire vivement demain, parce que parce qu'il y a plein de choses qui te passent par l'esprit et que tu as envie de les mettre vite en forme et de les appliquer. Donc voilà, j'ai complètement switché, mais après je crois que l'événementiel reste quand même, alors pas le moteur, mais mon socle. Tu vois, j'ai tellement appris et j'ai tellement, tu touches tellement à tout dans l'événementiel que finalement, dès que tu découvres un nouvel univers, ça te fait pas peur. T'y vas, tu vas frapper aux portes, et puis tu vas chercher, et puis tu sais qu'en piochant un petit peu, parce que nous on n'était pas du tout issus du textile, hein, ni l'une ni l'autre, donc on s'est fait accompagner. Et puis finalement, l'événementiel, ça t'apporte ça, c'est-à-dire quand tout le monde s'y met, quand tout le monde amène sa petite brique, tu fais des choses exceptionnelles. Et c'est ce que je suis en train de vivre là avec 21 mars, c'est-à-dire qu'on va piocher un petit peu partout. Et comme c'est un projet qui a beaucoup de sens et qui est extrêmement bien reçu, à chaque fois qu'on a pitché, qu'on a présenté notre projet, les personnes ont été extrêmement réceptives. Et ça marche. Et là, alors l'événementiel, ça se fait en quelques heures, mais là je vois en quelques mois, voilà, les briques s'embriquer, et puis on y arrive, quoi. Donc c'est tout aussi excitant. Mais écoute, c'est merveilleux. Alors c'est marrant parce que rien à voir, mais si, ça a tout à voir finalement. Moi, ma mission aujourd'hui, je l'ai écrite parce que j'ai un projet que je vais sortir. Un projet secret dont je ne peux pas parler encore, mais que je vais sortir en fin d'année.
Ouais. Et en fait, la baseline et la mission que je souhaite mener finalement, ça va être de faire en sorte que les femmes du mariage prennent la place qu'elles méritent et qu'elles prennent conscience de leur puissance. Et en fait, tout ça, c'est autour de la confiance qu'on a en soi. Et en fait, ça commence là où toi tu commences. Voilà, je vais aider à construire tes futurs mariés parce que c'est ça. Nous, le message, c'est vraiment que. Alors, c'est pas les futurs mariés, moi, c'est les pros du mariage. Hein. Mais ça revient au même. Oui, pardon, les pros du mariage. Oui, les pros du mariage, les femmes qui travailleront dans le mariage. Mais effectivement, la confiance en soi, elle s'acquiert à cet âge-là. Et tu vois, c'est ce qu'on s'est dit. Comment ça se fait justement qu'il n'y ait pas encore plus que pour les femmes, parce que c'est maintenant qu'on leur donne confiance, c'est maintenant qu'il faut les accompagner et qu'elles se sentent bien dans leur peau pour faire les femmes fortes de demain, quoi, et qu'elles puissent être complètement épanouies. Donc voilà, je passerai le relais. Mais j'adore. Mais en fait, je sais pourquoi t'es là, tu vois. Bah voilà, tu vois, il y a toujours des rencontres dans la vie. Donc non, c'est super parce que je pense qu'il y a beaucoup trop de femmes qui n'osent pas, effectivement. Et c'est pour ça qu'on est là, aussi finalement. pour ça, voilà, c'est aussi pour ça ce que j'allais dire, que je prends la parole et sur la partie professionnelle et sur ce qui m'arrive personnellement, parce que faut oser, quoi, parce qu'on est hyper forte et je pense qu'il faut le crier haut et fort. Ouais, franchement, bravo pour tout ça. Merci beaucoup. Je suis hyper contente de t'avoir reçu aujourd'hui. Alors, comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, tu ne connais pas Wedding Divan, mais à la fin du podcast, je pose toujours des questions un peu plus perso, pour apprendre à te connaître et pour que les gens sachent qui tu es. Et, avant de commencer ces questions-là, je voudrais dire aux gens, voilà, de participer à cette cagnotte quand elle aura lieu, parce que c'est un vrai beau message et que je suis hyper fière du coup de t'avoir ici avec moi aujourd'hui. C'est très gentil, merci beaucoup. Et donc les questions, qu'est-ce que je vais te demander à toi, parce que je les prépare pas en général, mais ouais. Est-ce qu'il y a une phrase d'entrepreneur qu'on t'a dit et qui te restera toute ta vie près de toi? J'ai pas de phrase, mais quand même, il y a quelque chose qui résonne toujours en moi. Donc c'était José, la femme de mon père, qui est malheureusement décédée, qui était un petit bout de femme, qui devait faire 1m50, et qui, pour le coup, elle m'a appris à voir grand. Et c'est vrai qu'elle me disait toujours: pense grand. C'est avec elle que j'ai fait mes premiers pas dans l'événementiel. Et c'est vrai que elle, du haut de son 1m50, elle te retournait des salles entières, et elle a fait des choses complètement dingues. Et je crois que ça m'a toujours suivi. Voilà, c'était vraiment toujours: pense grand. Ne pense pas trop petit. Voilà. Est-ce que tu as eu un coup de gueule récemment? Je crois qu'il est là. Oui, je crois qu'il est là, mon coup de gueule. Pour les jeunes filles, ouais. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, clairement, puisque ça, ça rejoint le fait que ça devienne une mission, parce que je te dis, ça nous a mis ça fait ressortir chez nous quelque chose, et en tant que femme et en tant que mère de fille, et je crois que notre coup de gueule, il est là, de dire waouh, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que personne n'ait bougé jusque-là? Donc voilà, je crois que c'est ça notre coup de gueule. Ok. Est-ce que tu as eu un coup de cœur? J'en ai plein des coups de cœur. J'en ai plein des coups de cœur parce que quand on est entrepreneuse, je pense qu'on fait tellement de rencontres, mais tellement que des coups de cœur, on en a, on en a tout le temps. Mon dernier coup de cœur, mon dernier coup de cœur, je vais dire qu'il est pour mon associé, puisqu'on se découvre en fait, c'était pas une amie de longue date, c'était, on s'est rencontrés via nos filles à l'école, donc voilà, tu sens quand ça accroche quand même, donc on était amis de maman d'école, on va dire, et puis donc il y a eu ça aussi dans notre aventure, c'est qu'on s'est tapé dans la main en disant go, on y va, mais on se connaissait pas tant que ça, et finalement ça fait 1 an qu'on se découvre, qu'on apprend à travailler ensemble, et ouais, je pense que ça va être c'est je vais dire que c'est mon coup de cœur de l'année. Trop bien. Comment elle s'appelle, qu'on lui laisse un petit Caroline. Un petit message quand même. Si tu dois lui dire quelque chose, tu lui dirais quoi?
À part que c'est ton Eh ben, je lui dirais que, parce que Caroline fait partie de ces femmes qui n'ont pas eu cet accompagnement pour avoir confiance en elle toute jeune. J'espère qu'elle m'en voudra pas de parler de son complexe de petite poitrine, mais qui l'a poursuivi toute sa vie et elle est persuadée que ça a eu une incidence sur sa confiance en elle. Voilà, donc j'espère de tout mon cœur que ce projet fera qu'elle mettra ce complexe de côté, et je crois que je la vois tellement s'épanouir dans ce projet que c'est déjà fait, enfin que la moitié du boulot est fait. Mais en tout cas, voilà, ce que j'aimerais lui dire, c'est que je sais pas comment le formuler, mais qu'elle est en train de faire de belles et grandes choses en fait, et qui vont au-delà de ce complexe physique. Trop bien. Et alors la question que je pose toujours, mais j'imagine peut-être ta réponse, peut-être que je me trompe, mais j'imagine sûrement. Si c'est une question en 2 temps, c'était à quel âge la pire période de ta vie? Je sais, pire période de ma vie. J'ai la chance peut-être de ne pas avoir de pire période. J'ai aimé toutes mes périodes de vie. Non mais vraiment, enfin j'ai la chance d'aller bien, j'ai la chance d'avoir une grande famille, j'ai la chance d'avoir des amis, tu vois, tout est OK en fait dans ma vie, et alors j'ai eu des hauts et bas évidemment, comme tout le monde, mais j'ai pas connu de périodes extrêmement dures ou alors des périodes douloureuses, oui, comme tout le monde, parce qu'on est confronté à la perte de gens proches, etc. Mais j'ai pas eu de période de pire période. Alors après, si on parle sur le côté pro, parce que c'est non, pas forcément. Non, en général, c'est plus la réponse la plus courante que j'ai, c'est l'adolescence, parce que justement. Mais non, alors moi pour le coup, et tu vois, j'ai eu cette chance justement, et c'est ce qui résonne aussi en moi, c'est que finalement moi j'ai eu une adolescence où j'étais extrêmement bien dans mes pompes, quoi. Enfin tout, voilà, et ouais, c'était hyper chouette pour moi cette période-là, et je voudrais vraiment que tous les enfants puissent avoir cette même période où j'avais une confiance en moi. Des fois, quand j'y repense, je me dis mais j'avais peur de rien en fait. Moi, tout était très cool en fait à l'adolescence. Hein, donc, ben oui, écoute, j'ai eu cette grande chance. Peur de tout. Ah ouais, alors que non, moi c'est plus en vieillissant finalement, tu vois, c'est plutôt en vieillissant que j'ai commencé à avoir quelques angoisses, etc., etc. Mais alors jeune, tout allait bien, quoi. Tout allait bien. Et tu vois, c'est quand justement je lis tout ce que je peux lire sur l'adolescence que je me dis mais au secours, parce que c'est une période tellement géniale, et on peut faire tellement voilà, on peut rêver, on peut se projeter, on s'éclate à l'adolescence. Donc voilà, je voudrais vraiment que toutes les filles puissent au moins vivre la même adolescence que moi. Écoute, je leur souhaite aux prochaines. Voilà. Parce que, en tout cas, dans le podcast, c'est la réponse la plus donnée. C'est adolescence, collège. Oui, c'est ce qu'on lit beaucoup. Hein. Je te dis, moi, j'ai eu cette chance d'être une adolescente bien dans ma peau. Donc pas de période relou dans ta vie, dure, épreuve. Jusque là, non. Je dirais qu'après, alors c'est horrible de dire ça, mais la période qui a été dure, j'ai eu mes 2 filles en moins d'1 an avec ma boîte, et là, alors pour la partie perso aussi, c'était dur parce que c'était dur pour moi de tout mener seule de tous les côtés. Et ouais, cette période, quand j'y repense, c'est pas confort dans ma tête, tu vois, c'était compliqué, j'essayais d'être partout, j'ai l'impression d'être nulle part, j'ai l'impression de faire tout à moitié, de pas prendre le temps qu'il fallait, que ce soit et pour mes 3 filles et pour le boulot, de toujours faire tout dans l'urgence. Et je me souviens d'un épuisement en fait, une immense fatigue. Je me demande, c'était toi ou c'était Sandra qui avait un bébé pendant le shooting qu'on a fait? C'était moi qui avait mon bébé en kangourou. Ouais. C'était moi. Voilà. On était en train de faire un shooting mariage, et il y avait un petit bébé partout là, trop mignonne. Mais et j'ai souvent eu des bébés. Soit en kangourou, soit un landau dans un coin. Voilà. Mais j'ai c'est pas. Ça, moi aussi. Voilà. C'est. Alors sur le papier c'est drôle, mais quand on le vit, je crois que c'est quand même c'est compliqué. C'est un peu compliqué. Donc voilà. Donc je vais pas parler il y a rien de dramatique, mais c'était une période. Quand j'y pense, voilà, dans mes périodes difficiles de vie, celle-là en était une. Voilà.
Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à Clémence de cette période-là, avec le recul que tu as sur ta vie? Eh ben, je lui dirais de prendre du recul, justement, elle-même, et peut-être de lâcher un peu parce que t'es jeune maman, donc tu veux que tout soit parfait. T'essaies il y a aussi cette société qui nous met une pression de malade et t'essaies de coller à toutes les étiquettes qu'on te met sur le dos et que tu t'épuises à essayer de coller à tout ça. Donc voilà, je lui dirais peut-être de prendre du recul et de lâcher un peu prise. Trop bien. En tout cas, un merci infiniment d'être venu dans ce podcast. Et un immense merci à toi. Écoute, je suis ravie d'avoir participé à ce podcast. C'est génial de se retrouver comme ça. C'est super. Et j'ai hâte de le partager et que 21 mars inonde la France. J'espère. On croise les doigts. Je croise les doigts pour toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. Et voilà le gang, j'espère que le projet de Clémence t'aura touché autant que moi. Si c'est le cas, partage l'épisode de podcast sur Insta en nous taguant 21 mars Paris et moi, ça nous fera trop plaisir. Et bien sûr, si tu veux soutenir le projet, tu peux aussi. Et enfin, tu peux toujours mettre 5 étoiles et un super commentaire à Wedding Divan sur Apple Podcast ou Spotify. Tu sais que c'est ce qui m'aide le plus à le faire connaître. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode.